Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Donc, bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons parler principalement des deux sommets, c'est-à-dire celui de Poutine et de Trump, et l'autre après de Trump et de quelques pays de l'Union européenne, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Finlande. D'ailleurs, président finlandais qui n'a pas été reconnu par Trump alors qu'il était assis juste devant lui et dont il ne se souvenait pas du nom non plus. Donc grande humiliation vis-à-vis du président finlandais. Mais bon, bref, il y avait aussi l'Italie, il y avait bien évidemment l'incontournable Van der Leyen. Bon, tous ont été plus ou moins humiliés, mais en particulier le président finlandais, Van der Leyen, qui s'est pris une gifle diplomatique, mais bon, on va en reparler, et Macron, comme à chaque fois, bien évidemment. Bref, tout d'abord, Trump-Poutine. Poutine a été reçu avec les honneurs sur le tarmac avec le tapis rouge. Donc carrément, Trump s'est déplacé pour aller voir Poutine alors qu'il descendait de son avion. Alors avant qu'il se serve la main, eh bien Trump a applaudi Poutine. Serrage de main très chaleureuse. Bref, bon, tout s'est très très bien passé. Grand sourire, petits mots entre eux. Il y a même eu un vol d'honneur d'avions militaires, dont un B-2 et 4 F-35. Ça fait partie du décorum, et puis c'est pour montrer sa puissance aussi, bien évidemment. Bref, donc tout s'est très bien passé entre Trump et Poutine, et les fameuses sanctions proférées par Trump si jamais cela se passait mal, si jamais ça piétinait côté Russie. Évidemment, il n'est plus question de sanctions et de menaces contre la Russie, ni même les clients qui achètent du pétrole à la Russie. Tout ça a été oublié. Bon, évidemment, l'Inde est quand même particulièrement la cible de Trump. Ça, c'est un petit peu l'exception. L'Inde qui s'était vue menacée de grandes sanctions si elle continuait à acheter du pétrole à la Russie. Alors pourquoi que l'Inde a été touchée et non pas la Chine? Tout simplement parce que l'Inde, là, est dans le viseur des États-Unis, hein. N'oublions pas que Trump a pris le parti du Pakistan contre l'Inde, que le Pakistan a eu une aide militaire de la part des États-Unis. Alors une aide militaire, c'est pas des dons, hein, ce sont des achats, mais il y a un partenariat militaire entre le Pakistan et les États-Unis. N'oublions pas que à deux reprises, en moins de 2 mois, le chef militaire pakistanais a été reçu à la Maison Blanche, ce qui est un signe symbolique absolument gigantesque vis-à-vis de l'Inde. C'est pour ça que l'Inde s'est maintenant entièrement tournée vers la Russie et la Chine, et oui, au grand étonnement du monde. Mais bon, bref, revenons à Trump et Poutine. Donc, aucune menace, c'est fini contre la Russie, aucune sanction contre la Russie, et tout a l'air de bien se passer entre la Russie et Trump. Alors évidemment, Trump peut faire des petites phrases énigmatiques qui semblent des menaces voilées contre la Russie, mais ça s'est beaucoup calmé par rapport à ses premières menaces, comme quoi les menaces de Trump ne valent absolument rien, hein, puisqu'il menaçait de terribles sanctions la Russie, il les menaçait de graves conséquences si jamais ça piétinait, et au final, on a deux hommes qui s'entendent très bien, on oublie les sanctions, on oublie les menaces, tout va pour le mieux. Alors évidemment, Trump souhaite que ça soit résolu le plus rapidement possible. Il souhaite même une trilatérale avec lui-même, Poutine et Zelensky, trilatérale qui, à mon avis,
mais ça n'engage que moi, n'arrivera jamais tout simplement parce que la Russie ne reconnaît pas Zelensky comme un président légitime, hein, qui n'est plus légitime depuis mars 2024, où il devait y avoir une élection, il n'y en a pas eu. Et c'est à ce moment-là que Trump a accusé Zelensky d'être un dictateur, d'être un tyran, voilà, qu'une élection devait avoir lieu même en temps de guerre. Bon, voilà, d'autres pays l'ont dit, bien évidemment, mais en tous les cas, euh, Poutine ne reconnaît pas Zelensky comme président, et pire que ça, n'oublions jamais, chose que on ne dit plus dans les médias depuis très 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 longtemps, n'oublions jamais que Zelensky lui-même a fait un décret qui, qui est maintenant assez ancien, ça fait longtemps qu'il l'a fait ce décret, qui lui interdit de négocier avec Vladimir Poutine en personne. Donc en toute logique, Zelensky devrait abroger ce décret avant de pouvoir voir Poutine. Bon, ça ce sont des détails étant donné que Zelensky est lui un authentique et véritable dictateur en son pays. On peut même ajouter un véritable tyran dans le sens le plus péjoratif du terme. Eh bien, tout est possible, j'ai envie de vous dire, hein. Bref, donc tout cela a peu de chances d'aboutir. Et bien évidemment, côté occidental, que ça soit Zelensky lui-même ou Trump qui veulent rencontrer Poutine, donc ils mettent bien sûr la charrue avant les bœufs, puisque la Russie veut d'abord se mettre d'accord sur les conditions adéquates avant de vouloir rencontrer tous les intervenants. Et bien entendu, l'Occident, toujours dans le spectacle, hein, toujours dans la communication, eux, avant de valider les conditions adéquates pour une rencontre, eux, ils veulent absolument voir dans quel pays la rencontre sera faite. Voilà, donc vous voyez déjà l'incompétence totale, même on pourrait dire la médiocrité diplomatique, qui ne marche que sur de la com et que sur du spectacle. Parce que vouloir voir où on va mettre la scène avant de se mettre d'accord si les intervenants veulent venir sur la scène, c'est un peu ridicule, pour ne pas dire complètement grotesque, surtout à ce niveau-là diplomatique, au plus haut niveau international, ça frise le ridicule. Mais bon, on a l'habitude avec l'Occident, c'est toujours comme ça, particulièrement avec l'Europe et en particulier avec les États-Unis. Bref, donc il y a eu ce sommet-là. Ensuite, il y a eu le sommet Trump et les pays que je vous ai nommés. Alors, il y a des petites anecdotes sur le sommet Trump et les pays européens invités, hein. On a d'abord Trump qui a exigé que Zelensky soit mieux habillé, qu'il soit en costume. Zelensky a désobéi, il n'est pas vu en costume, il a juste mis une petite veste noire, histoire de dire, bon, je ne suis pas en t-shirt kaki. Voilà, donc il a fait un petit effort. Ça a d'ailleurs été remarqué à la Maison Blanche, hein, bien entendu, parce que Zelensky a fait un tour à la Maison Blanche. Et d'ailleurs, il en a profité pendant ce sommet, hein, parce qu'il y a eu les pays européens, mais il y a eu Zelensky. Zelensky qui est venu avec une carte pour montrer à Trump eh bien, à quel point les Russes avaient du mal à progresser. Et là, Zelensky reprenait donc les termes que beaucoup d'anti-russes et pro-OTAN profèrent, c'est-à-dire que les Russes grignotent tellement peu que cela en est invisible sur la carte, alors que bon, quand on compare il y a un an, les Russes ont quand même pris pas mal de terrain, au point que les oblasts commencent à être pris, pas dans leur entièreté, bien sûr, mais ça commence à se voir comme quoi les oblasts vont être pris, bien évidemment. Alors, surtout pour Lugansk, qui a été pris à 100%, Donetsk à plus de 70%, il reste maintenant Zaporozhia et Kherson,
évidemment, c'est sur Zaporozhye et Kherson que Zelensky s'est le plus concentré pour montrer à Trump qu'ils avançaient pas. Voilà. Mais ce qu'il oublie de dire, Zelensky, c'est qu'il y a d'autres fronts qui se sont créés, particulièrement à Kharkov et bien évidemment à Soumy. Voilà, donc ça, je suppose qu'il a oublié d'en parler de ces avancées-là. Parce que, évidemment, ces avancées à Kharkov et à Soumy peuvent aussi montrer que les Russes prendront ces oblasts, étant donné que militairement, ils sont déjà là-bas. Et sans compter, alors évidemment, dans une bien moindre mesure, que les Russes ont déjà pris pied dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Donc, est-ce que ça veut dire que Dnipropetrovsk aussi sera pris comme oblast dans un futur, on ne sait pas, lointain, à moyen terme, on ne sait pas. Donc voilà, donc il a montré cette carte pour montrer à Donald Trump que les Russes étaient loin d'avoir atteint leur objectif, et il a répété à Donald Trump, bien évidemment, que l'objectif des Russes était de prendre l'entièreté de l'Ukraine. Et donc il s'est appuyé sur cet argument totalement faux, bien évidemment, utilisé par les grands médias, afin de montrer à Trump que bah, les Russes n'avancent pas. Puisque si on compare à leur objectif initial, c'est-à-dire d'occuper toute l'Ukraine, eh bien ça fait très peu, hein, ça fait 20%. Ce qui est très peu, ils sont vraiment loin d'atteindre leur objectif. Et donc ça veut dire qu'ils ont de plus en plus de mal. Donc si les États-Unis continuaient à aider l'Ukraine encore un peu, quelques mois, mais de manière significative, alors évidemment il faut que ça soit significatif, eh bien peut-être que l'Ukraine aurait toutes ses chances vis-à-vis de la Russie. Voilà ce qu'a dit Zelensky. Donc il a fait son, euh, son dialogue de commercial, dont Trump en a grandement l'habitude, puisque c'est pas la première fois qu'il entend cela, bien évidemment. Et comme on l'a vu plus tard, bah, ça a été en vain, puisqu'on est revenu à zéro de toute manière après tous ces échanges avec Zelensky, tout du moins. Zelensky, à la fin de ces échanges, a quand même eu peu d'espoir, hein, tout du moins c'est ce que je pense. Il n'en a pas laissé paraître, bien évidemment, puisque au sommet avec les pays, avec certains pays de l'Union européenne, il y a eu quelques sourires, une bonne entente, cela a semblé assez cordial, mais on sentait bien que tout ça, c'était forcé, que les sourires étaient forcés. Et encore une fois, je le souligne, il y a eu des humiliations. Le premier, c'est le président finlandais que Trump a cherché parmi la tablée, hein. Il a demandé, mais où est le président finlandais alors qu'il était en face de lui? Et il semblait sincère en disant cela. Alors bon, peut-être qu'il jouait la comédie juste pour faire une humiliation exprès au président finlandais. Il cherchait le nom sur la feuille devant lui pour savoir bah, quel était le nom du président finlandais. Donc double humiliation pour la Finlande. Van der Leyen qui est venue avec un dossier complet où elle a commencé à parler des enfants kidnappés par la Russie, et bien des enfants ukrainiens, bien entendu, kidnappés par la Russie, au moment où elle a dit voilà, j'ai un dossier sur les enfants kidnappés par la Russie. Trump l'a arrêté immédiatement. Il a dit on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour négocier la paix et pas pour parler d'enfants kidnappés. Une gifle énorme de la part de Trump vis-à-vis de Van der Leyen, qui s'est tue immédiatement, et comme on disait dans le temps, qui s'est escargotée, c'est-à-dire qu'elle s'est fait toute petite, la Van der Leyen. Donc tout le monde après cela a compris que Trump bah, était toujours le Trump qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas froisser. Et bien évidemment, tout le monde a mis sa petite phrase de flatterie, en particulier Merz et Mélanie, hein, qui se sont fait
très très gentil vis-à-vis de Trump, parce qu'évidemment, il fallait flatter Trump au maximum afin d'en tirer quelque chose. Bon, évidemment, malgré tout, Trump n'est pas complètement stupide et il n'a rien lâché. Alors, il a fait semblant de lâcher quelque chose sur les garanties de sécurité, puisque Trump a dit oui, oui, il faut des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Alors oui, je vais éventuellement vous aider, mais bon, comment je vais vous aider, je sais pas trop, on verra. Faut qu'on en discute, mais je tiens à souligner que votre aide, ce sera quoi? Je tiens à souligner qu'il faudra que ça soit vous, les Européens, donc qui mettiez en place ces garanties de sécurité matériellement. Voilà, donc il a bien dit que c'était l'Union européenne qui devait s'occuper des garanties de sécurité et non pas les États-Unis. Alors quand il a parlé d'aide américaine, après on a compris que c'est surtout via du renseignement. Hein, donc AWACS c'est satellite principalement. Donc c'est ça que apparemment on aurait compris. Le problème c'est que Trump est resté délibérément très flou, exprès, bah, justement pour pas trop s'engager. Alors évidemment tout ça ça a fini en eau de boudin, hein, faut dire ce qui est. C'est un sommet pour rien, j'ai envie de vous dire, ou beaucoup de bruit pour rien. Parce que au final, la conclusion de ce sommet, ben, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. En réalité, il n'y a absolument rien. Les desiderata de Poutine apparemment étaient entendus par Trump. Voilà. Les médias, en attendant, durant ces deux sommets, ont beaucoup menti, entre guillemets. Alors quand je dis menti, j'exagère peut-être légèrement, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est parce que pendant ces deux sommets-là, les grands médias nous ont dit oui, il est possible que Poutine concède des territoires, il est possible que Poutine accepte un cessez-le-feu à la frontière actuelle du front. Bon, bref, tout ça est ridicule puisque c'est basé sur rien. Donc c'est pour ça que j'ose dire que les médias mentent, parce que quelles sont leurs sources? Qui dit ça? Donc c'est eux-mêmes qui pensent cela et ils disent que Trump et Poutine auraient dit cela. Non, c'est complètement ridicule. Ça tient même pas la route quand on y réfléchit bien. La Russie est en train de gagner la guerre, bien évidemment, rien ne peut l'arrêter. Donc pourquoi la Russie ferait des concessions? La Russie ne peut concéder à rien du tout, surtout que Vladimir Poutine est quelqu'un de très légaliste. Et donc les catoblastes sont déjà inscrits dans la constitution russe. Donc il ne peut pas y avoir de concession de territoire. Les médias ont même émis l'idée farfelue que Poutine réfléchirait éventuellement à conserver le Donbass, mais laisserait Zaporizhzhia et Kherson aux mains des Ukrainiens si les Ukrainiens partaient de Donetsk. Vous voyez ce genre d'invention complètement ridicule qui prouve quand même que les médias font une propagande absolument honteuse, puisqu'ils n'hésitent pas à inventer des faits complètement ridicules. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que comme personne ne les croit et qu'ensuite les faits les décrédibilisent, montre que c'est complètement ridicule, puisque à chaque fois, évidemment, quand il y a des mensonges pareils, eh bien le Kremlin remet les choses d'équerre quand ça devient un petit peu trop bruyant. Le Kremlin donc remet les choses à plat en disant non, 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 nous on n'a rien changé, on a nos mêmes desiderata, démilitarisation, hors de question que l'Ukraine entre dans l'OTAN, pas de concession de territoire, bien évidemment, etc. Donc il rappelle les faits. Voilà. Donc en gros, la Russie n'a bougé sur rien. Bien évidemment, pourquoi concéderait-elle quoi que ce soit alors qu'elle est victorieuse et qu'elle peut avancer en réalité jusqu'à ce qu'elle en ait marre?
tout simplement, la Novaratia est tout à fait possible. Là, si ça continue comme ça. On a un Trump qui est extrêmement frileux, mais là, pour une fois, peut-être que Trump fait exprès, parce qu'il nous dit, il nous disait, oui, moi je veux absolument le prix Nobel de la paix, bon, je vais tout faire pour que la paix arrive le plus vite possible, mais là, Trump, on a l'impression qu'il gagne du temps pour Vladimir Poutine, afin que Vladimir Poutine, de facto, arrive à ses fins militaires, et quand la Russie arrivera à ses fins militaires, eh bien là, bah, ça s'arrêtera et Trump pourra dire, bah regardez, voilà, vous avez vu, grâce à moi, il y a la paix. Sans moi, il n'y aurait jamais eu la paix. Donc, comme Trump, en réalité, comme il aime le dire, il n'a absolument aucune carte en main. Trump n'a aucune carte en main. Donc il est complètement impuissant face à la Russie et tout le monde le sait en réalité. Donc en gros, Trump gagne du temps, là pour ce coup-là, gagne du temps et pour que la Russie atteigne simplement ses objectifs, tout du moins j'en suis persuadé. Ça ne reste que mon opinion, mais je suis persuadé que c'est cela. Et quant à Poutine, bah, Poutine joue le même jeu. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour gagner du temps. Donc Poutine fait semblant des fois de dire oui, je suis ouvert à des négociations, oui, je pourrais éventuellement rencontrer Zelensky, mais il faut que tout un tas de conditions soient faites au préalable, bref, des conditions qui ne pourront jamais être remplies, bien évidemment, sans compter que Poutine pourrait dire non, je suis pas d'accord quant au lieu de rencontre, faut en trouver un autre, et puis ça peut durer des semaines comme ça. Poutine peut jouer la montre très très facilement en trouvant tout un tas d'excuses. Il a pléthore d'excuses, de prétextes qu'il peut fournir, aucun problème. Et quant à Trump étant Trump, et comme tout le monde connaît sa comédie, Trump pourra faire une petite menace par-ci ou par-là pour dire ah, regardez, j'essaye de faire quelque chose, mais en réalité il fait semblant, bien évidemment, pour lui aussi gagner du temps. Voilà. Comme ça, quand Poutine aura eu tout ce qu'il voudra, il y aura la paix, et là, Trump, encore une fois, je le répète, pourra dire c'est grâce à moi. Et il aura son prix Nobel de la paix, hein, parce que c'est le but ultime de Trump. C'est même pas qu'il y ait la paix en Ukraine en réalité, c'est qu'il ait son prix Nobel de la paix, qui se débarrasse du projet Ukraine, qui a toujours été un boulet pour Trump, puisque ça n'a aucun intérêt stratégique pour les États-Unis en réalité, je dis bien en réalité, et ça coûte une fortune aux États-Unis, hein, donc c'est pour ça que Trump veut faire payer à l'Ukraine, à l'Union européenne, donc il veut arrêter tout cela, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on parle, il y a quand même toujours une aide américaine, militaire, il ne faut pas l'oublier, hein, malgré les rodomontades de Trump, les États-Unis aident toujours l'Ukraine, militairement, et donc disais-je, l'Ukraine a toujours été un boulet pour Trump, il veut s'en débarrasser depuis le début, il l'a dit pendant sa campagne présidentielle. Et en plus, n'oublions pas les deux fameuses phrases de Trump il y a quelques semaines de cela, ou quelques mois, où il avait dit que Zelensky était un dictateur et que c'était lui qui avait provoqué la guerre. Ne l'oublions pas, hein. Et le coup de que l'Ukraine ait provoqué la guerre, Trump l'a répété deux fois. Donc vous voyez, ça montre quand même que Trump et l'Ukraine, ben, donc Trump et l'Ukraine, ça fait deux, hein. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien que Vladimir Poutine est quand même le grand gagnant là-dedans. Et oui, parce que au final, même si la montagne a accouché de moins qu'une souris, j'ai envie de vous dire, eh bien malgré tout, cela a entériné plusieurs choses. Tout d'abord, Trump a entériné le fait que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN. Trump a aussi dit qu'il n'y aurait jamais de troupes américaines en Ukraine. Trump a aussi entériné le fait qu'il n'y aurait jamais de garantie de sécurité, tout du moins effective via le bras américain. Non, s'il y en a, ce sera via le bras militaire de l'Union européenne
uniquement, et en plus ce sera à l'Union européenne de payer si jamais l'Union européenne veut vraiment aller sur ce terrain-là. En plus de cela, eh bien, concernant les concessions territoriales, eh bien, en gros, on comprend que jamais les territoires ne changeront, mais en réalité, tout le monde le savait d'avance, hein. Il n'y a que les médias qui faisaient durer le suspense en disant ah, peut-être qu'il y aura un front à la Corée du Nord, ah, Zelensky est d'accord pour discuter des territoires en gelant le front tel qu'il est, mais pas plus loin, hein, mais tel qu'il est, hein. Là, il est d'accord pour négocier avec Vladimir Poutine. Bref, des inventions qui sont purement médiatiques, tout du moins dans le sens où les médias ne disent pas que la Russie, évidemment, refuse complètement cela, pour la bonne et simple raison, comme je l'ai déjà dit précédemment, que la Russie est totalement victorieuse sur le terrain. Pourquoi concéderait-elle quoi que ce soit? Elle est victorieuse. On n'a jamais vu dans l'histoire un vainqueur qui mettrait un genou à terre devant le perdant en disant bon d'accord, je vais faire comme tu le dis. Non, le vainqueur ramasse tout. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, ça ne changera pas aujourd'hui. Voilà. Enfin, n'oublions pas le cessez-le-feu qui était l'alpha et l'oméga de l'Union européenne et surtout de Zelensky. Alors Zelensky, il y a eu un coup de théâtre puisque auparavant, il ne voulait surtout pas d'un cessez-le-feu au grand jamais. Et puis, voyant que l'Ukraine était perdue, ben, il a demandé un cessez-le-feu. Évidemment, il y a eu le soutien total de l'Union européenne. Donc, disais-je, pour Zelensky et l'Union européenne, le cessez-le-feu était l'alpha et l'oméga. Et hop, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, toujours via Trump, bah, que le cessez-le-feu s'est terminé et que du cessez-le-feu, on passe directement à l'accord de paix selon Trump. Alors évidemment, ça ne fait que repousser l'échéance pour l'Ukraine, bien évidemment, et encore une fois, au grand contentement en réalité de Vladimir Poutine, qui lui aussi n'a jamais voulu d'un cessez-le-feu, car, disait-il officiellement, cela permettait de renforcer militairement l'Ukraine, bien évidemment. Bref, donc on peut dire que Vladimir Poutine a gagné sur tous les tableaux à ce niveau-là, parce que tout ce que je viens de dire, ça, c'est certain, hein. Et surtout que n'oublions pas, et je le rappelle une dernière fois, parce que c'est très important, la symbolique. La symbolique. Quand Vladimir Poutine est arrivé en avion à Anchorage en même temps plus ou moins que Donald Trump et que Donald Trump l'a attendu sur le tarmac et l'a applaudi alors que Vladimir Poutine descendait de son avion, elle l'a accueilli avec un grand sourire, tape sur le dos, bref, il s'entendait très très bien devant les caméras. Et la réunion s'est très très bien passée. Imaginez-vous le contraste total, énorme avec la réunion du sommet avec l'Union européenne, avec les Van der Leyen, les Starmer, les Macron, les Meloni, etc. Imaginez-vous la différence où les chefs d'État étaient reçus comme des vassaux, vraiment, et cela a été quasiment souligné tout le temps par Donald Trump. N'oublions pas Zelensky, bien évidemment, qui est traité comme, comme un esclave, on peut dire ça, hein, vraiment presque comme un moins que rien, en tous les cas, pas comme un vrai chef d'État, hein. Quand on dit à Zelensky avant qu'il arrive à la Maison Blanche, on va te sermonner si jamais tu mets pas un costume. Bon, Zelensky, euh, il a quand même accepté en mettant une veste, hein, pas un costume, pas un vrai costume. Mais bon, bref, voilà, Zelensky a quand même obéi. Pas complètement, mais il l'a quand même fait. Donc quand on en est à ce niveau-là diplomatique, quand on a la gifle infligée par Van der Leyen et aussi bon, bah, les garanties de sécurité qui étaient absolument voulues
par Starmer, Merz et Macron et que Donald Trump les a renvoyés dans les cordes en disant oui, bon, éventuellement, mais de toute manière, ce sera à vous de régler cela. Alors que l'Union européenne, elle attendait l'appui fort des États-Unis, sachant très bien que l'Union européenne est bien trop faite pour faire quoi que ce soit. D'autant plus dans l'état très très mauvais de l'économie de l'Union européenne, et en particulier des trois grands pays, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Ne l'oublions pas. Bref, tout ça a montré un Vladimir Poutine qui au final est le grand gagnant dans cette affaire. Lui, il a juste à attendre, continuer son avancée militaire, et puis voilà, il a juste à avoir le temps avec lui, tout simplement. Alors bon, bien sûr, là tout dernièrement, on a encore une dernière petite phrase de Donald Trump, hein, qui font le miel des journalistes, hein, qui leur donne une sorte de pseudo-espoir. Alors là, tout dernièrement, c'est Donald Trump qui disait que si les négociations ne donnent rien dans 2 semaines, je considérerais une nouvelle approche. Alors évidemment, vous connaissez les grands médias. Les grands médias ne voient ça que de leur point de vue. Donc pour eux, une nouvelle approche, ce serait peut-être, dans 2 semaines, il en aurait marre, dans le sens il aiderait beaucoup l'Ukraine. Voilà. Par contre, les médias ne disent pas, alors que c'est pourtant le plus probable qu'en réalité, dans 2 semaines, si rien ne se passe, eh bien il en aura marre, oui, mais de l'Ukraine, et qu'il se débarrasserait de l'Ukraine. Et ce serait peut-être ça, la nouvelle approche. Alors comme d'habitude déjà, faut attendre 2 semaines. En 2 semaines, il va se passer encore plein de choses. Donald Trump aura encore fait plein de messages sur Truth Social. Ça aura changé peut-être encore 20 fois. Bref, donc je pense qu'il est inutile de s'accrocher aux petites phrases de Trump qui, de toute manière, on l'a vu depuis des mois et des mois, ne veulent absolument rien dire. Voilà, et n'ont aucun poids, surtout. Donc, il faut laisser le temps faire et on verra bien ce qu'il se passe, tout simplement. Donc, voilà, tout cela pour dire que Vladimir Poutine, malgré tout ce qui se passe, et bien, comme le dit le proverbe, hein, les chiens aboient, la caravane passe, hein. C'est en gros ce que pourrait se dire Vladimir Poutine. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, et il y aura bien d'autres informations intéressantes à ne surtout pas manquer, donc je vous conseille de voir cette vidéo dans son entièreté. Voilà, commençons. Alors tout d'abord, je vais commencer avec 2 articles qui concluent, on va dire, les 2 sommets. Ce sont simplement les 2 points les plus importants que j'ai notés. Regardons cela. Tout d'abord, on a l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, déclare Trump, alors que Zelensky se prépare au pourparlers à la Maison-Blanche. Et ensuite, on a Trump vante un accord de paix sans cesser le feu en Ukraine après sa rencontre avec Poutine. Voilà, c'était les 2 points les plus importants à retenir de tout cela. Alors, dans les dernières nouvelles, Politico nous annonce que Zelensky appelle à une réponse plus ferme après les frappes russes nocturnes. Dans le cadre des efforts de paix internationaux, Moscou a lancé 574 drones de frappe et 40 missiles contre l'Ukraine mercredi soir. Donc ça, c'est article du 21 août. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la nuit dernière, l'armée russe a établi l'un de ses records les plus fous. Elle a ciblé des infrastructures civiles, des immeubles résidentiels et notre population, a déclaré Zelensky jeudi sur X. La Russie a lancé 574 drones de frappe et 40 missiles contre l'Ukraine mercredi, tuant au moins une personne et en blessant 18 autres, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Vous vous rendez compte, hein, c'était supposé une frappe barbare, monstrueuse, faisant un véritable massacre. Et comme d'habitude à chaque fois, parce qu'à chaque fois je vous les montre quasiment chaque semaine, et qu'est-ce qu'on a? La montagne qui accouche d'une souris. Alors on s'attendait à un chiffre effrayant. On a une personne de morte et 18 blessés, alors que
la Russie a établi l'un de ses records les plus fous concernant les frappes, visant que des infrastructures civiles, résidentielles, bon là bref la population ukrainienne, hein, et bien évidemment aucune cible militaire. Combien de fois je vous ai démontré que la Russie ne ciblait que des cibles militaires? Combien de fois? Là, c'est la centième fois que je vous démontre encore une fois que c'est bien des cibles militaires. Voilà. Et que quand il y a des zones résidentielles de frapper, bah, c'est parce que les militaires ukrainiens se sont mis dans ces zones résidentielles. Hein, comme je vous l'ai déjà démontré via l'article d'Amnesty International et de bien d'autres. Hein. Il y a bien d'autres sources que je vous ai montrées, comme quoi l'Ukraine utilise sa propre population comme bouclier humain. Voilà. Et puis la Russie, elle n'est pas débile. Ils vont pas dépenser des drones, par exemple Géranium 2, les Shahed 136 entre guillemets, qui coûtent entre 20 000 et 50 000 dollars, ou des missiles qui peuvent coûter des millions de dollars, en missiles de croisière, balistiques, missiles hypersoniques, parce que là il y a eu des missiles hypersoniques envoyés aussi, qui coûtent des millions de dollars, rien que pour tuer une ou deux personnes. C'est ridicule. Bien sûr que ce sont des cibles militaires et que des cibles militaires. Alors évidemment, ça peut toucher des civils. Hein, on n'est pas à l'abri d'un mauvais calcul, d'un ratage de tir, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle malheureusement les dommages collatéraux. C'est inhérent à toute guerre, hein. Bien évidemment, c'est malheureux, mais ce qui compte, c'est l'intention. Tant qu'il n'y a pas d'intention de tuer des civils, c'est ce qui compte. Et encore une fois, n'oublions pas que la Russie n'a pas des fonds illimités comme semblent avoir les Occidentaux. Hein. Donc évidemment, chaque missile, chaque drone compte. Il n'est pas gaspillé à taper contre la façade d'un immeuble pour ne servir strictement à rien. Voilà, donc faut que chaque frappe serve à quelque chose, serve l'objectif militaire global. Par contre, les Ukrainiens, eux, visent quasiment invariablement des cibles civiles et ils ne s'en cachent pas. Sauf bien entendu, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus, quand les Ukrainiens visent des dépôts de munitions, des raffineries, des dépôts pétroliers dans les aérodromes, ou même en Russie, hein, pour le coup, là ce sont des cibles légitimes pour l'Ukraine. Il ne faut pas généraliser non plus. Mais ça c'est rare. Ces frappes-là ukrainiennes sont rares sur des cibles militaires bien claires. Les Ukrainiens visent presque exclusivement des civils. Voilà, comme on l'a vu en 3 ans. Et aucun média ne relève, bien évidemment. Là, on a encore la centième preuve, comme on le voit là, hein, que les Russes frappent des cibles militaires, bien évidemment. Là, on va passer au deuxième gros sujet, qui est d'ailleurs très percutant. On va commencer avec un article de Military Affairs qui nous dit « Les pertes des forces armées ukrainiennes atteindraient 1,7 million de soldats morts et disparus ». Là, suivant cet expert, William Moore, hein, c'est un site américain militaire, hein, je tiens à le préciser. Donc d'après ce William Moore, une base de données divulguée suggère que l'Ukraine a perdu environ 1,7 million de soldats depuis 2022, avec 400 000 pertes irrécupérables, c'est-à-dire les morts, ce qui soulève des inquiétudes quant à la mobilisation et à la stabilité de l'État. Des informations sur les pertes des forces armées ukrainiennes au cours du conflit sont récemment devenues publiques après que des pirates informatiques russes auraient eu accès à la base de données électronique de l'état-major général ukrainien. Selon les chiffres divulgués, l'Ukraine a perdu plus de 118 000 militaires en 2022. Ce nombre a fortement augmenté en 2023, dépassant les 405 000 et a atteint 595 000 en 2024. Rien qu'au cours des 8 premiers mois de 2025, les pertes ont été estimées à 621 000. Au total, le nombre total a été estimé à environ 1,7 million. Grigory Kourioukov, directeur adjoint de l'Union russe des vétérans afghans,
et des opérations spéciales et l'un des concepteurs d'un modèle mathématique de calcul des pertes, a suggéré que les données pourraient être proches de la réalité. Il a toutefois souligné qu'il fallait les considérer comme des pertes cumulatives, incluant non seulement les morts, mais aussi les blessés, les prisonniers et les déserteurs. D'après ses calculs, le nombre de pertes irrémédiables, donc les morts, s'élève à environ 400 000. Le reste comprend plus d'1 million de blessés et une proportion plus faible de déserteurs. Kryukov a expliqué que les évaluations militaires utilisent généralement un ratio de 1 à 3, ce qui signifie que pour chaque soldat tué, 3 autres sont frappés d'incapacité par blessure, capture ou désertion. Il a également souligné que gonfler le nombre de victimes ne sert à rien, car cela ne change rien à la situation sur le champ de bataille. Selon lui, l'Ukraine approche progressivement de la limite de sa capacité de mobilisation. Le pays serait capable de mobiliser entre 1,2 et 1,5 million de personnes. Si les pertes irrémédiables atteignent 400 000, cela pourrait poser un grave problème déclenchant potentiellement une crise systémique au sein des forces armées, voire menaçant la viabilité de l'État lui-même. Bon, alors là c'est un site qui prend ces chiffres au sérieux et ils utilisent le conditionnel malgré tout. Cela dit, bien évidemment, plus personne au monde ne peut confirmer ce genre d'informations, quoique je tiens à noter quand même qu'il y a quelques semaines de cela, je vous avais montré un extrait vidéo où je vous avais mis le timing, extrait vidéo venant de la grande chaîne d'information américaine qui compte plus de 2,7 millions d'abonnés et qui interviewait le colonel McGregor. Et à 2 minutes 40 de cette vidéo, le colonel McGregor annonçait que l'Ukraine avait perdu au minimum 1,8 million de soldats ukrainiens. Donc voilà, donc là, plusieurs semaines après, on a ce site qui nous rapporte 1,7 million de soldats. Alors bon, tout ça est absolument énorme. Pour moi, cela ne me choque pas, même si évidemment je ne peux rien confirmer du tout, mais en tous les cas, cela ne me choque pas. Alors attendez, c'est pas fini, j'ai un autre site important qui est un site de référence, c'est-à-dire Military Watch Magazine. Je vous montre ça. Alors, Military Watch Magazine nous dit l'Ukraine a perdu 1,7 million de militaires à la guerre, confirme de nouveaux documents, plusieurs générations disparues. Donc ça, c'était au 21 août. Là, c'est marqué, ce qui corrobore un nombre croissant de preuves apparues depuis plus de 3 ans, selon lesquelles les taux d'attrition ont augmenté de manière considérable et insoutenable. Commentant cette information, le député ukrainien Artem Dmytruk a déclaré, je cite, « Les listes de disparus comptent aujourd'hui plus d'1 million de personnes et ces personnes sont très probablement mortes, tandis que leurs familles demeurent dans l'ignorance la plus totale. La situation est tragique, elle est effrayante. » Fin de la citation. Évoquant l'ampleur des pertes d'effectifs subies par l'Ukraine, Dmytruk a déploré que les villages aient été vidés de leurs hommes, notamment par la conscription des personnes âgées et handicapées, et que, du fait des pertes massives de personnel auxquelles l'Ukraine est confrontée, et d'une crise démographique, l'Ukraine soit confrontée. Nous avons perdu plusieurs générations, a-t-il déclaré. Sa déclaration coïncide avec l'appel du député Alexei Goncharenko à recruter des combattants étrangers pour soutenir l'effort de guerre ukrainien afin de remédier à la pénurie croissante de personnel dont souffre le pays. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais montré que maintenant l'Ukraine est obligée de faire appel à des dizaines de milliers de mercenaires colombiens. Donc vous voyez, là c'est encore un autre faisceau d'indices. Les unités de conscrits ukrainiennes ont subi des taux de perte extrêmes, parfois proches de 80 à 90%. Le Wall Street Journal étant l'une des sources rapportant que l'armée
ukrainienne recrutait des hommes pauvres dans les villages et les envoyait au front après seulement 2 jours de formation. L'espérance de vie du personnel aux frontières à haute intensité a parfois été aussi basse que 4 heures selon les rapports d'observateurs occidentaux sur le terrain. En avril 2023, l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Vadim Plistalko, a révélé que Kiev dissimulait le nombre total de victimes de la guerre, déclarant que, entre guillemets, notre politique depuis le début est de ne pas parler de nos pertes, mais que lorsque la guerre sera terminée, nous le reconnaîtrons. Je pense que ce sera un nombre effroyable. Depuis lors, de nombreuses sources occidentales ont continué à largement relayer les taux de pertes extrêmes subis par les unités de conscrits ukrainiennes, soulignant leur manque de formation qui a contribué à des pertes importantes. Bon, bref, on va pas tout lire parce que c'est un peu long. Bon, vous avez compris, donc là, évidemment, si on en croit tout cela, c'est absolument énorme. Cela dit, maintenant, on va voir le côté ukrainien. Qu'en pense le côté ukrainien? Alors ici, c'est le Centre de lutte contre la désinformation. Donc c'est un site étatique ukrainien pour combattre la désinformation. Alors là, évidemment, ce centre contre la désinformation nous dit que cette nouvelle est fausse. C'est de la fausse information comme on peut le voir ici. Bon, d'abord, on note que l'Ukraine a besoin d'une institution d'État pour contrer la désinformation. C'est-à-dire ils sont si faibles par rapport aux informations qu'ils sont obligés de faire ça. Un peu comme en Europe, vous allez me dire. Quand on commence à faire une institution qui lutte contre la désinformation, en gros, comme dirait George Orwell dans le livre 1984, quand un État est obligé de créer un ministère de la vérité, car c'est ça, en d'autres termes, c'est exactement cela, et bien à partir de là, il faut s'inquiéter sur les institutions même d'État. Il faut s'inquiéter. Mais bon, là je digresse. Ici on a la liste donnée par les hackers. Bon, ils ne montrent pas toutes les pages, bien évidemment. Là on a des photos, les noms, voilà, les hackers ont un peu tout publié. Bon, pas tous les 1,7 million, parce que c'est pas possible de montrer tout, mais ils avaient montré pas mal de pages. Bien évidemment, ce qui ajoutait à la crédibilité, hein, parce que ce sont quand même des documents d'État qui ont été repris, alors peut-être falsifiés par les hackers eux-mêmes, hein, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça faisait crédible avec des documents qui semblent des documents étatiques. Moi, je l'ai vu, ça semble des documents étatiques, mais attention, encore une fois, ça peut être complètement fabriqué par ces hackers. Des hackers habiles, parce que là, il faut être vraiment habile. Bref, donc on nous dit tout simplement, c'est faux. Voilà, cette propagande est fausse. Alors, évidemment, moi, je ne peux pas vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est peut-être complètement faux, mais je ne dirais qu'un mot, ça correspond quand même assez bien au résultat du colonel McGregor, qui, je vous rappelle, était le conseiller senior de Donald Trump quand il était président. Et quand je dis conseiller, conseiller militaire. Et le colonel McGregor, lui, il a ses entrées au Pentagone. Voilà, où il a toujours des relations. Tout du moins, c'est ce qu'il dit. Hein. Je ne sais pas si colonel McGregor invente tous ces faits depuis 3 ans. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Mais en tous les cas, ça correspond. Et moi, je trouve que c'est tout à fait plausible. Mais pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas surpris. Ça fait plus de 2 ans que je vous dis que des chiffres énormes de morts et disparus ukrainiens, moi ça me choque pas, c'est tout à fait logique. N'oublions pas les graphiques que je vous avais montrés, qui démontraient d'ailleurs comme quoi il y avait une corrélation quasi parfaite entre le nombre d'obus tirés et le nombre de morts qui se prenaient les obus. Hein, il y avait 2 graphiques que je vous avais fournis à au moins 2 reprises. Et donc voilà, donc moi déjà à l'époque, je vous disais que c'est bien normal que les Ukrainiens aient bien plus de morts de leur côté que du côté russe. Voilà, et on clôt l'affaire. Et on finit avec un article de Military Watch Magazine sur l'armement, et là, une fois n'est pas coutume, l'armement ukrainien. Et là, l'Ukraine lance la production en série d'un missile de croisière d'une portée de 3000 km,
le programme Flamingo promet davantage de frappes en profondeur en Russie. Donc là, on nous dit que ce missile subsonique a une vitesse de Mach 0,75, ce qui en fait l'un des plus lents au monde, bien qu'il transporte une ogive d'une taille supérieure à la moyenne, c'est-à-dire une ogive d'une tonne. Alors, bon, bah là, faut avouer que si les Ukrainiens arrivent réellement à produire ce missile en série, d'une portée réelle de 3000 km et avec une ogive de 1000 kg, attention, l'ogive, c'est pas la charge explosive, hein. La charge explosive étant bien inférieure au poids de l'ogive, hein. Ça, faut s'en rappeler. Mais bon, bref, bah là, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne arme qui, si elle arrive vraiment dans la réalité, produit entre guillemets assez massivement et rapidement, ça pourrait effectivement aider l'Ukraine considérablement. Mais j'ai envie de vous dire, c'est trop peu et trop tard. Évidemment, là, ça va pas changer le cours de la guerre, bien sûr. Hein, ça va donner un coup de pouce s'ils arrivent vraiment à en fabriquer à la chaîne, mais c'est tout, ça ne changera pas le résultat. C'est trop tard, encore une fois. Mais en tous les cas, là, c'est un bon programme militaire ukrainien qui pourrait faire très mal à la Russie si l'Ukraine en avait beaucoup. Voilà, et j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour votre soutien et toujours, soyez curieux.